Dans le programme d'écriture à venir, le plus étudié si les gens y participent, dormir mal pendant 90 minutes avant d'aller à l'université réduit de 50% la probabilité d'abandon en première année. C'est incroyable. Et ça marche particulièrement bien pour ceux qui sont les plus enclins à abandonner. Donc beaucoup d'interventions psychologiques aident les bons performeurs à faire encore mieux, et n'aident pas beaucoup les mauvais performeurs. Et pourquoi pensez-vous que cela les aide davantage? Je pense que les bons performeurs ont déjà une vision et un plan. Alors que les mauvais performeurs, ils sont vraiment ambivalents sur ce qu'ils font parce qu'ils n'ont pas de plan. Nous discuterons plus en détail de l'importance de cela. Sans raison de faire quelque chose, et avec une raison de ne pas le faire, vous ne le ferez tout simplement pas, car ne rien faire est vraiment facile. Vous pouvez simplement rester là, et ne rien faire toute la journée, faire des choses, demande des efforts, et donc toute résistance était susceptible de vous repousser. Et donc aller à l'université c'est comme, eh bien pourquoi est-ce difficile? Eh bien vous devez vous lever. Vous devez aller à vos cours, vous devez faire les devoirs, vous devez faire la lecture, vous devez écrire les tests, vous devez croire que ce chemin est en quelque sorte meilleur que tout autre chemin que vous pourriez emprunter. Et il y a d'innombrables autres chemins, et que c'est mieux dans un sens fondamental que de ne rien faire ou jouer à des jeux, ou être purement hédonique. Donc il y a beaucoup de... Parce que c'est difficile, il y a beaucoup d'obstacles. Et si vous n'avez pas de raison, eh bien pourquoi surmonteriez-vous les obstacles? Et donc ce qui se passe lorsque vous faites le programme d'écriture future, c'est deux choses. C'est d'abord, vous vous construisez, comme le genre de personne qui pourrait avoir une raison, qui pourrait faire une vision et l'imposer au monde. Et comment faites-vous cela? Eh bien, et ensuite vous développez réellement une vision. D'accord? Donc la première chose que le programme vous demande de faire, et c'est un élément biblique, dans un sens fondamental, bien que ce n'était pas si explicite lorsque nous l'avons développé pour la première fois. Mais j'ai réalisé cela plus tard, il y a une déclaration dans les évangiles. Le Christ dit à ses disciples, demandez et vous recevrez. Frappez, et la porte s'ouvrira. Cherchez, et vous trouverez, et vous écoutez cela. Vous pensez, non, ce n'est pas possible, ce ne peut pas être aussi facile. Eh bien, ce n'est pas, c'est aussi facile. Parce que réfléchissons à ce que signifie vouloir quelque chose. Vous voulez quelque chose. Vous voulez trouver. Alors vous chercherez combien allez-vous chercher? Vous savez peut-être que vous cherchez le Saint Graal, n'est-ce pas? Vous cherchez l'or dans l'antre du dragon, ou le bijou dans la tête du crapaud. Vous cherchez quelque chose qui est gardé par une figure monstrueuse. Vous allez chercher à quel point êtes-vous engagé dans cela. Et il y a un engagement total dans cela. De manière fondamentale. C'est comme si vous devriez être assez humble pour être ouvert à l'apprentissage, à la transformation radicale, à la probabilité que vous ayez vraiment tort si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, et la volonté de sacrifier pratiquement tout ce qui a moins de valeur pour cet objectif. Sinon vous ne le voulez pas, vous n'avez pas demandé, vous ne cherchez pas, vous n'avez pas frappé à la porte. Bien, c'est le développement d'une vision. Maintenant, vous pouvez interpréter la conscience comme le exécuteur de la vision dans le sens le plus large. Donc ce à quoi nous sommes vraiment confrontés en tant qu'êtres humains n'est pas un monde déterministe qui fonctionne comme une horloge, que le passé pousse vers l'avant de manière algorithmique ou déterministe. Ce n'est pas ainsi que le monde fonctionne. La façon dont le monde fonctionne, c'est que nous sommes confrontés à un horizon de possibilités qui n'est pas prévisible. C'est quelque peu prévisible, comme une pièce musicale. Donc, c'est régi par des règles, mais ce n'est pas prévisible de manière déterministe. Et c'est plein de possibilités et de potentiel qui est en fait sa nature, son potentiel dans sa nature. Et pour maximiser la qualité de notre interaction avec ce potentiel, nous devons imposer une vision et ensuite poursuivre la vision. Et donc lorsque vous faites le programme d'écriture future, c'est ce que vous essayez de faire. C'est développer une vision. Alors voici le premier exercice. C'est comme, d'accord, voici l'affaire, d'accord. Vous obtenez ce qui était nécessaire et désiré. Peut-être même mieux, vous obtenez ce dont vous avez besoin et voulez si vous vous traitez correctement. Alors imaginez d'abord que vous vous traitez correctement parce que vous vous souciez réellement de vous-même. D'accord, disons que vous ne le faites pas. Ouais, bien toi. Comment aidez-vous quelqu'un? Eh bien, vous leur demandez au moins d'ouvrir la porte à la possibilité qu'ils pourraient peut-être le faire. Alors imaginez simplement que vous ne l'avez pas fait, que vous pourriez,
mais que vous avez essayé de penser d'accord, je suis une personne précieuse peut-être, et si je me traitais comme si j'avais une valeur intrinsèque, comme si vous vous traitiez comme si vous étiez quelqu'un que vous aimiez, alors vous pourriez imaginer faire cela pour quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur, car la plupart des gens se soucient de quelqu'un qui n'est pas eux. Alors faites-le. Vous identifiez quelqu'un qui vous tient à cœur? Eh bien, vous pouvez dire. Parce que cela vous le dit, c'est comme si vous n'êtes pas si bon à prendre soin de vous-même. Imaginez quelqu'un que vous aimez, et ensuite, prétendez que vous adoptez cette attitude envers vous, avec toutes vos fautes et insuffisances. Je ne suis pas désinvolte à ce sujet. C'est difficile pour les gens de faire cela. N'est-ce pas parce que nous connaissons nos propres défauts si profondément qu'il est difficile pour nous de prendre soin de nous-mêmes? Mais imaginez que vous devriez prendre soin de vous, et que vous pourriez, et que vous l'avez fait. Imaginez simplement cela, donc cela ouvre au moins la porte, n'est-ce pas? Et ensuite vous dites, bien 5 ans plus tard, vous obtenez ce que vous voulez. Et avez besoin de quoi s'agit-il? Et donc c'est une question profonde. Donc parce que la question est celle-ci. Votre vie va être difficile, et elle va être marquée par la souffrance et la tragédie de toutes sortes de différentes façons. Déception et obstacles et trahison, et toute la panoplie de catastrophes humaines. C'est absolument 100%. C'est définitivement sur votre chemin d'accord, donc étant donné cela, et étant donné que vous voulez vivre une vie sans ressentiment, et amertume et vieillissement prématuré, et souffrance excessive, et que vous ne voulez pas être un fardeau pour tous ceux qui vous entourent, que devriez-vous avoir pour rendre le port de ce poids valable? C'est une question difficile. Vous savez, c'est comme quelle est la justification de votre souffrance. Ce n'est pas comment. Vais-je être heureux? C'est quelle est la justification de votre souffrance, bien. Demandez-vous, vous pouvez avoir ce que vous voulez si vous prenez soin de vous. Qu'est-ce que ce serait d'accord? Et donc vous écrivez pendant 15 minutes sur ce que pourrait être votre vie dans 5 ans si vous avez obtenu ce dont vous aviez besoin et voulu. Puis nous le concrétisons. Vous savez, j'ai eu beaucoup de clients et d'étudiants qui ont dit « Eh bien, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Que devrais-je faire de ma vie ?» Et la première réponse à cette question est que ce n'est pas une très bonne question, parce que c'est comme si vous vouliez une réponse en une ligne à ce que vous devriez faire de votre vie. Comme la vie est tout, et vous voulez une réponse en une ligne à tout. Non, mauvaise question. Vous pouvez imaginer un avenir souhaitable, mais il aide à le particulariser. Donc une des choses que vous pourriez demander est « Où les gens trouvent-ils du sens ?» Et la réponse est bien, en plusieurs endroits. Voici quelques endroits où les gens trouvent généralement du sens, donc si des clients venaient me voir et qu'ils étaient déprimés. Tout d'abord, j'essaierai de savoir si vous êtes déprimé, ou si vous avez simplement une vie terrible, ou une combinaison de ces deux choses, et vous pourriez demander quelle était la différence. C'est une très bonne question. Si vous êtes déprimé, vous avez une bonne vie mais vous souffrez. Alors qu'est-ce que cela signifierait que vous avez une bonne vie? Cela signifie des choses différentes selon les personnes, mais on peut le définir de façon globale. Probablement que vous avez une relation intime, ou du moins vous avez des perspectives d'en avoir une. Donc au moins vous en voulez une, et vous croyez que peut-être vous pourriez en avoir une. Si vous n'en avez pas, et probablement si votre vie est bonne, vous en avez une. Vous avez des amis. Ce sont de vrais amis, n'est-ce pas? Vous avez peut-être des enfants, des parents, des frères et sœurs, ou même des petits-enfants. Vous êtes intégré dans une famille, et vos relations familiales sont souhaitables. Vous avez un emploi ou une carrière. Et donc si c'est un emploi, eh bien c'est dur, et peut-être que vous ne l'auriez pas choisi comme vocation. Mais au moins peut-être que vous avez de bonnes relations avec vos collègues, et que vous faites quelque chose de difficile, mais qui est en fait socialement productif, et utile, et génère un revenu. Donc ce n'est pas rien. Vous êtes éduqué au niveau de votre capacité intellectuelle, où vous avez des plans pour le faire, vous prenez soin de vous mentalement et physiquement, et vous avez une stratégie pour faire face au domaine de la tentation du signal, l'abus de drogues et d'alcool, et le comportement sexuel déviant, et ce genre de choses. Et puis nous en avons ajouté un de plus récemment, au moins conceptuellement, que vous avez adopté un certain degré de responsabilité civique, n'est-ce pas? Vous participez à la communauté plus large, d'une manière ou d'une autre. Si vous ne faites rien de tout cela, ma vie est sans signification. Faites-vous quelque chose de tout cela? Non? Eh bien, c'est pour ça que c'est sans signification. Ce sont les domaines du sens. Et donc si vous êtes malheureux, et que vous n'avez aucune de ces choses, la première chose à faire si vous êtes un thérapeute cognitivo-comportemental avec quelqu'un, c'est de dire, eh bien, comment travailler sur l'une de ces choses pour commencer?
Vous savez que vous avez besoin d'amis. Vous devez sortir sur le marché des rencontres. Vous avez besoin d'un emploi ou d'un meilleur emploi. Vous avez besoin d'un plan éducatif. Comme vous n'avez pas de vie. Donc vous êtes, bien sûr, misérable parce que sans vie soutenue, sans sens soutenu, la vie n'est qu'une tragédie. Et donc votre sort est la misère. Et donc, de toute façon, nous demandons aux gens de passer par ces 8 domaines différents et de dire d'accord, vous pouvez avoir ce que vous voulez, mais vous devez viser le péché signifie manquer la cible. D'ailleurs, cela signifie manquer la cible, c'est ce qui vous éloigne de Dieu, c'est de manquer la cible. Quelle cible? Oui, quelle cible? Vous devez au moins savoir qu'il y a une cible, puis vous devez essayer de l'atteindre. Vous savez? Et peut-être que vous ne savez même pas où se trouve la cible, mais votre visée n'est pas bonne. Mais au moins vous avez mis en place une cible maintenant, et vous pouvez vous entraîner. Et donc, si vous aviez une relation intime, à quoi ressemblerait-elle? Si vous aviez des amis, comment aimeriez-vous que ces amitiés soient menées? Si vous aviez un emploi ou une carrière, que pourrait-il être si vous aviez ce que vous vouliez? Donc maintenant vous vous dirigez vers la terre promise. Disons que c'est inspirant, et que cela produit une émotion positive. Car vous ressentez une émotion positive en progressant vers un objectif important pour vous. Pas d'objectif valorisé, pas d'émotion positive. C'est ainsi que vos systèmes sont configurés psychophysiologiquement sur le front négatif. La colère, l'amertume et la peur vous arrêtent peut-être. Alors, comment les gérez-vous? Faites un bon inventaire de votre nature pécheresse. Disons que vous savez à quelle tentation vous êtes enclin, et ce qui vous fait dévier du droit chemin. Et peut-être que vous vous sentez coupable à ce sujet. Vous savez où sont vos faiblesses, et vous avez probablement une idée de quel genre d'enfer vous pourriez habiter si vous laissez ces faiblesses prendre le dessus. Alors pourquoi ne pas simplement écrire à ce sujet pendant 15 minutes? Disons que ce n'est pas ce que vous pourriez avoir dans 5 ans. C'est le trou que vous pourriez creuser pour vous-même si vous décidiez de, vous savez, juste rester là ou creuser. Chacun a une tentation qui lui est propre. Pour moi, cela aurait probablement été l'alcool. Cela me calmait dans les situations sociales, cela me faisait ressentir une parenté plus proche avec les gens, et c'était un assez bon stimulant, donc c'était une très bonne drogue pour moi, et j'en ai beaucoup trop profité. Mais j'ai appris que j'avais de meilleures choses à faire, je n'aurais pas arrêté sans de meilleures choses à faire, et c'est... Que voulez-vous dire par de meilleures choses à faire? Eh bien, j'écrivais mon livre Carte de sens quand j'étais... encore en train de faire la fête en tant qu'étudiante en doctorat. J'avais commencé à mettre ma vie en ordre à ce moment-là, assez bien, mais j'étais toujours un fêtard et très sociable. Mais j'ai trouvé que je ne pouvais pas réfléchir avec la gueule de bois. Et pas seulement ça, je ne pouvais pas gérer la tension émotionnelle de ce que je traitais intellectuellement. C'était trop, parce que vous savez, si vous avez la gueule de bois, vos émotions sont plus sensibles. Surtout votre anxiété, et le travail que je faisais, était beaucoup trop exigeant émotionnellement. Parce que je traitais de l'atrocité historique, et des motivations pour cela. C'était juste trop sombre, vous savez, pour être traité avec la gueule de bois en plus. Une fois que j'avais écrit pas mal et que j'étais en train de réviser, une fois que vous avez édité votre travail à un degré substantiel, vous devez utiliser des gradations de jugement de plus en plus fines pour continuer à l'améliorer, si vous êtes du tout flou d'esprit. Si vous avez altéré votre jugement lorsque vous éditez, vous pouvez le rendre pire, pas mieux. Et puis, j'ai aussi réalisé que les seules fois où je regrettais vraiment mes actions, c'était quand je buvais, parce que ça vous désinhibe. Et c'est amusant. Ça peut être vraiment amusant. Mais je me réveillais le lendemain, et je pensais, ouais, j'étais un peu trop provocateur, j'étais un peu trop agressif, j'étais un peu trop méchant dans mon esprit, un peu trop égocentrique, ou peut-être plus qu'un peu sur tous ces fronts, un peu négligent dans mon choix de partenaire, un peu incontrôlé dans mon comportement social, dans des endroits où je n'aurais pas dû être. Parce que vous savez, je commençais à bien. J'étais un étudiant en doctorat et un enseignant à ce moment-là. Et j'interagissais avec des professeurs disant le milieu social, ouais, eh bien ce n'était pas le moment d'être ivre, ce n'était tout simplement pas bon. Ça marchait dans le nord de l'Alberta à un certain degré, dans certaines sous-cultures, mais dans ces situations, ça me faisait juste passer pour un imbécile. Bien, ça me transformait en imbécile. Pas seulement passer pour un. Et puis quand toi et moi nous sommes mariés, je ne buvais pas, et nous allions avoir des enfants. J'ai pensé, bien je ne bois pas, quand j'ai des enfants. Ouais, je voulais des enfants. Vous savez, à ce moment-là, vous voulez grandir et j'étais prêt à me débarrasser de tout ça.
Dans tous les cas, vous pouvez imaginer l'enfer que vous pourriez habiter. Et ensuite, l'avantage à cela est que les gens ont souvent peur d'avancer, et pas étonnant. Mais vous devriez avoir beaucoup plus peur de ne pas avancer. Et donc si vous avez cet enfer derrière vous, c'est comme « Est-ce que je veux aller là-bas ?» Eh bien, je n'ai pas l'effort ou l'énergie, je ne suis même pas sûr que c'est la bonne chose. C'est comme « Est-ce que je veux retourner là-bas ?» C'est comme « Non, certainement pas ça. » Et si vous ne ressentez pas ça, si vous ne ressentez pas cet enfer, alors vous n'êtes pas prêt d'être aussi motivé que vous pourriez l'être. Parce que si vous avez une idée de combien les choses pourraient devenir sombres et désolantes, alors c'est là pour vous. Et c'était une chose que... Je pensais que c'était utile. Je pensais que c'était utile quand j'ai fait l'écriture future de penser à où j'irais si j'allais au mauvais endroit. Pourquoi ? Bien. C'est juste bon de savoir comment tu vas te décomposer. Ouais, bien. Alors tu possible. Et tu peux aussi te poser la question. Et étudier l'atrocité historique m'a aussi aidé avec ça. C'est comme bien veux-tu être comme... Comment appelleriez-vous un sadique ? Tu es amer et rancunier, tu veux blesser les autres. Est-ce là où tu veux finir ? Tu veux mentir et tromper parce que c'est là où tu finis si tu mens et trompes. Tu veux être rancunier et amer parce que c'est là où tu finis si tu es rancunier et amer. Oui, mais parfois, tu sais, les gens ne savent tout simplement pas quoi faire à ce sujet. Donc ton programme les aide à élaborer un plan. Oui, nous sommes des visionnaires. L'humanité a une vision pour l'avenir et nous devons garder cette perspective. Vraiment. Eh bien, j'ai découvert quand j'ai fait l'auto-écriture, les 15 minutes d'écriture que j'ai faites, le rêve que j'ai fait, quand j'ai écrit sur mon avenir et rêvé de ce que cela pourrait être si c'était ce que je voulais. Ouais. Ensuite, définissez les objectifs car vous en avez établi après. Cela à l'avenir ? En écrivant ces choses que j'avais identifiées, apparues dans ma vie, Ouais, et c'était assez choquant. Eh bien, la chose est que vous regardez le monde à travers un cadre orienté vers un objectif. Et donc quand vous changez vos objectifs, ce qui vous apparaît dans le monde change. Ce n'est pas mystique en un sens, mais dans un autre sens, c'est juste compréhensible. C'est comme si je regarde de cette façon, je vois la télé et le canapé, et si je regarde de cette façon, je vous vois dans la chaise. Ce n'est pas si mystérieux. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé la réalité qui se manifeste à moi, juste en changeant la direction de mon orientation. Nous le faisons aussi métaphysiquement. Et donc par exemple, si vous décidez que vous allez être courageusement confiant envers les gens quand ils vous offrent une opportunité, même si vous êtes sceptique et timide, mais vous décidez non, je vais avoir confiance en les gens, donc je vais être courageux et confiant, alors quand ils vous ouvrent une porte, c'est une opportunité. Vous penserez, oh c'est une porte par laquelle je pourrais passer, au lieu de penser que je m'avance dans un piège, et c'est la même réalité en quelque sorte, mais le degré, la façon dont vous interagissez avec elle change. Eh bien, cela peut changer, cela peut s'inverser, cela peut changer si radicalement que cela ressemble à peine à ce que vous vivez dans le même monde. Il y a beaucoup d'interprétations potentielles que vous pouvez valablement appliquer au monde et certaines d'entre elles sont extrêmement positives. Et elles fonctionnent toujours, et ne serait-ce pas merveilleux si vous pouviez appliquer une vision incroyablement positive du monde de manière calculée et stratégique. Pas de manière instrumentale, parce que vous visez quelque chose de vraiment bon. Et cela fonctionnerait, et c'est ainsi que le monde fonctionne. J'appréciais beaucoup ma pratique clinique. C'était tellement bien et ça me manque. Nous travaillons toujours. Les meilleures parties de moi et de mon client travaillaient ensemble pour améliorer tous les aspects de leur vie, et ça a fonctionné. Vous savez, j'avais beaucoup de clientes qui ont triplé leurs revenus en 4 ans. Elles ne pensaient même pas que c'était possible. C'est comme si je ne gagnais pas assez d'argent. Je peine à joindre les deux bouts. Mère célibataire, je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Je n'aime pas mon travail. C'est comme si nous faisions un plan ici, vous savez. Que voulez-vous ? Eh bien, j'aimerais gagner autant d'argent. Pourquoi ne pas le doubler ? Et juste parce que vous allez viser quelque chose. Certaines personnes gagnent plus d'argent que ça. Donc peut-être que ça pourrait être vous. Eh bien, est-ce même possible ? Ce n'est même pas possible, c'est comme si nous supposions simplement que peut-être c'est possible, et voyons ce que vous auriez à faire. Eh bien, vous devez rassembler votre curriculum vitae. Eh bien, il est plein de trous. D'accord, réparons les trous. D'accord. Maintenant, vous devez avoir un plan.
Eh bien, je ne suis pas très bon en entretien. D'accord. Pratiquons les entretiens jusqu'à ce que vous ne soyez pas seulement bon, mais que vous soyez impatient de le faire. Vous savez, j'avais des clients qui étaient dans des situations si désespérées que tout ce que je pouvais faire était vraiment de les aider à se protéger contre cela. Mais ils représentaient une minorité, pas plus de 5% de ma pratique entrait dans cette catégorie. Pour tous les autres, c'était comme une amélioration rapide sur tous les fronts. Tu sais, et c'est tellement amusant. Et il n'y a rien de plus pratique. C'est aussi la chose. Il n'y a rien de plus pratique que de développer une vision. Ce n'est pas un exercice en l'air. Sans vision, vous êtes chaotique et fragmenté, désespéré et déçu, et quelqu'un peut vous arrêter juste en mettant un seul obstacle. Vous êtes une maison divisée en elle-même. Vous manquez d'élan. Vous n'êtes pas enthousiaste, et c'est d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Et votre vie est une suite de déceptions, de frustrations et de tragédies, et vous êtes une feuille qui vole au vent. Et ce n'est pas ce à quoi vous êtes appelé à être. Ce n'est pas ce à quoi vous êtes appelé à être. Vous êtes appelé à être un constructeur visionnaire du... Vision paradisiaque. Vraiment. Vraiment ? C'est qui tu es ? Aussi terrible que ce soit à concevoir. Et donc ? Eh bien, qu'avons-nous à perdre ? Nous sommes sur le point de tout perdre. Ouais, n'est-ce pas ? Nous sommes tous dans un mauvais jeu, mec. Et donc, que vous le vouliez ou non, vous misez tout sur votre vie. Je ne sais pas si vous pouvez avoir moins peur de la mort exactement, mais je pense que voici une hypothèse, et c'est une hypothèse socratique. J'en parle aussi dans mon livre, d'ailleurs. Peut-être si vous vivez votre vie à fond, complètement, non ? Vous profitez des avantages, utilisez les avantages qui vous sont présentés, exploitez vos talents, dites oui aux choses, dites la vérité, comme se lever et s'y mettre. En supposant que vous puissiez le faire, car certaines personnes sont gravement malades et blessées. Mais en supposant que vous puissiez le faire, je pense que la seule façon de combattre la peur de la mort est de vivre pleinement. Et je pense que cela pourrait effectivement fonctionner. Je me demande un peu, j'en ai parlé avec mon père aussi qui devient assez vieux. Vous savez, je lui ai demandé par exemple s'il pouvait être transformé en un jeune de 18 ans, en sachant ce qu'il sait. Maintenant, le ferait-il et il était ambivalent à ce sujet. Vous savez, il n'a pas dit non, mais il n'a pas dit oui. Et nous avons parlé de cette idée que si vous viviez pleinement votre vie, peut-être que cela serait suffisant parce que vous savez, j'ai adoré avoir des enfants, mais je ne pense pas que j'aurai à nouveau des enfants. Vous savez, parce que dans un certain sens, j'ai déjà fait ça. Et donc peut-être qu'il y a un certain nombre d'aventures que vous devez vivre dans votre vie. La société attend de vous que vous vous mariez, ayez des enfants, fassiez carrière et entreteniez des amitiés. Vous devez avoir des activités enrichissantes en dehors du travail. Le programme d'auteur futur aborde d'ailleurs ces sujets. Peut-être qu'en faisant tout ça, c'est assez bien. Vous avez eu votre vie, et ça suffit. Enfin, je ne sais pas. Il y a 10 ans, je pensais que si je pouvais prolonger radicalement ma vie, alors je le ferais. Et je n'en suis pas si sûr maintenant que j'ai 55 ans, vous savez, je vieillis, J'ai en quelque sorte le soupçon que cela pourrait prendre fin. Vous savez, c'est ce que cela semble. Je veux dire, je ne veux pas que cela arrive bientôt, mais... Peut-être que vous vous épuisez dans votre vie, au point qu'il ne restera plus rien de vous à la fin. Vous inquiétez-vous que votre célébrité vous enferme dans la personne que vous étiez avant, oui? Eh bien, Elvis est devenu un imitateur d'Elvis au moment de sa mort. Oui, craignez-vous d'être devenu un imitateur de Jordan Peterson? Craignez-vous en quelque sorte de devenir le célèbre Jordan Peterson, brillant en costume? Cette certitude dans la quête de la vérité toujours juste, Je pense que c'est ce qui me préoccupe le plus que toute autre chose, j'espère. J'espère que je le fais. Je ferai mieux.
La célébrité, dans une certaine mesure, lorsque vous vous regardez dans le miroir, dans le calme de votre esprit, cela vous a-t-il corrompu? Sans aucun doute, à certains égards, je veux dire, c'est une chose très difficile à éviter, vous savez, parce que Les choses changent autour de vous. Les gens sont beaucoup plus susceptibles de faire ce que vous demandez, par exemple. Et c'est un danger, parce que l'une des choses qui vous empêche de mourir correctement, c'est que les gens vous repoussent de manière optimale. C'est pourquoi tant de célébrités perdent le contrôle, surtout les types tyranniques qui disent diriger des pays. Tout le monde autour d'eux arrête de dire « oui, vous déviez un peu là ». Ils rient à toutes leurs blagues, ils ouvrent toutes leurs portes, ils veulent toujours quelque chose d'eux. Le tapis rouge est toujours déroulé, c'est charmant, n'est-ce pas? C'est, eh bien, pas si le tapis rouge vous est déroulé pendant que vous êtes en route vers la perdition. Ce n'est pas une bonne affaire. Vous y arrivez simplement de manière plus efficace. Et donc une des choses que j'ai essayé d'apprendre à gérer et d'avoir constamment autour de moi des gens qui sont critiques, qui disent « oui, j'aurais pu faire ça mieux, et tu es un peu trop dur là, et tu aliènes inutilement des gens là, et tu aurais dû faire plus de travail de fond là, et je pense que la responsabilité qui en découle augmente à mesure que votre influence augmente, et c'est à mesure que votre influence augmente. Alors, et cela devient beaucoup de responsabilité. Tu sais, et puis peut-être avoir une journée de congé. Eh bien, voici un exemple. J'ai récemment écrit quelques chroniques sur des choses qui me perturbent, comme la famine à venir, par exemple. Et c'est difficile de prendre ces problèmes en charge. Il est difficile de prendre ces problèmes au sérieux, et c'est effrayant. Il serait plus simple d'aller au chalet avec ma femme, naviguer sur le lac et admirer le coucher de soleil. Et donc je suis tenté de puiser dans la colère comme une énergie motivante pour m'aider à surmonter la résistance à faire cela. Mais cela me rend plus dur et plus critique dans mon ton. Quand je lis de telles choses, par exemple sur YouTube. Alors cela pourrait être optimal. Maintenant j'ai eu des débats à ce sujet avec des gens parce que j'ai des amis qui disent « Non, si vous dénoncez l'environnemental », les globalistes écologistes qui harcèlent les agriculteurs néerlandais, alors un peu de colère est tout à fait approprié. Et puis d'autres disent, bien tu sais, tu ne veux pas être trop dur, parce que tu aliènes des gens qui t'écouteraient autrement. C'est comme si c'était un équilibre difficile à obtenir correctement. Mais aussi peut-être que la colère durcit votre esprit à tel point que vous ne remarquez pas la beauté subtile et tranquille du monde, l'amour tranquille qui est toujours là, qui imprègne tout. Parfois, vous pouvez devenir profondément cynique à propos du monde. C'est la chose de Nietzsche, oui, ne combattez pas avec des monstres de peur de devenir un monstre. Et si vous regardez dans l'abîme regarde aussi en... Tu as raison, mais je dirais apporte-le. Droit, parce que... Bien, je dis aussi en sachant qu'il a absolument raison, mais... Si tu contemples longtemps l'abîme, tu vois la lumière, pas l'obscurité. Es-tu sûr de ça? Je parie ma vie là-dessus. Ouais, c'est un sacré pari. Eh bien, c'est... Parce que cela pourrait déformer votre esprit à tel point que tout ce que vous voyez est l'abîme est le mal dans ce monde. Eh bien, alors je dirais que vous n'avez pas regardé assez longtemps. Vous savez que c'est de retour à vous, être juste les épées limitées, les épées flamboyantes. C'est comme si j'avais dit que toute l'histoire du Christ était préfigurée dans cette image. C'est comme l'histoire du Christ. Psychologiquement, et l'acceptation radicale de la pire tragédie possible, c'est ce que cela signifie. C'est ce que la croix signifie, psychologiquement. C'est comme regarder ce dont vous avez le plus peur, mais cette histoire ne se termine pas là. Parce que dans l'histoire, le Christ traverse la mort pour aller en enfer. Donc la mort ne suffit pas. L'abîme de la mort innocente n'est pas suffisant pour produire la rédemption. Cela doit être un voyage volontaire en enfer. Et peut-être que c'est vrai pour tout le monde. Il n'y a pas d'idée plus terrifiante que celle-là par définition. Et alors bien sûr, contemplez-vous ce puits. Qui sait ? Qui sait combien de fois contemplez-vous la mort, la vôtre, combien de fois vous souvenez-vous, vous rappelez-vous que ce droit se termine? Personnellement, Personnellement, tout le temps. parce que vous, en tant que penseur profond et philosophe,
Il est facile de commencer à philosopher et d'oublier que vous pourriez mourir aujourd'hui. L'ange de la mort se tient sur chaque mot. Comment ça? À quelle fréquence êtes-vous réellement conscient? Remarquez l'ange. Tout le temps. Je pense que c'est l'une des choses qui m'a rendu particulier. Quand j'étais en école de commerce, vous savez, j'avais constamment la pensée de la mort en tête, et j'ai remarqué que beaucoup de gens avec qui j'étais, des gens que j'admirais, n'avaient pas cela dans leur caractère. Mais c'était définitivement une partie du mien. Pendant des années, je me réveillais chaque matin, je pense. Le temps est court, dépêche-toi. Le temps est court, dépêche-toi. Il y a des choses à faire. Et donc c'était toujours là. C'est toujours là. Et c'est toujours là, je dirais. Et c'est insupportable, en un sens. As-tu peur de ça, genre quoi? Quelle est ta relation? Ouais, tu sais, j'étais prêt à mourir il y a 1 an. Et pas de manière désinvolte, j'avais des gens que j'aimais, tu sais. Non, je ne suis pas très inquiet pour moi. Mais j'ai très peur de faire une erreur. Ouais. J'ai entendu Elon Musk en parler il y a quelques mois. C'était vraiment un moment frappant. Quelqu'un lui a demandé à propos de la mort, et il a dit juste comme ça et a continué la conversation. Il a dit que ce serait un soulagement, et puis il a continué la conversation. Et j'ai pensé, tu sais, il a beaucoup de poids sur ses épaules. Je suis sûr qu'une partie de lui pense que ce serait plus facile si tout cela n'existait pas du tout. Maintenant, il l'a dit comme ça. Mais c'était un moment révélateur, à mon avis. Donc, pour lui, c'est une question de pourquoi vivre, l'épuisement de la vie. Ouais. Ah, vous appelez ça la vieillesse souffrance, mais ouais, la difficulté. J'ai plus peur de l'enfer que de la mort. Vous avez peur de ce qui suit. Je ne sais pas si ça suit ou si c'est toujours là. Et je pense que nous allons le découvrir. Quelle est la relation entre la mort et l'enfer? Je ne sais pas. Et je ne sais pas. Je ne sais pas. Y a-t-il quelque chose à faire avant votre arrivée? Vivre d'une manière qui vous mène en enfer augmente vos chances de mourir terriblement. Si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, qui vous devriez être, vous y pensez parfois en termes de carrière à poursuivre. Mais voici une autre façon de penser. C'est une sorte d'éthos des Seals que le député Crenshaw a détaillé. Voici quelque chose que vous pourriez être. Ce sont mes mots, ce sont les siens. Vous serez quelqu'un qui n'est jamais en retard. Vous serez quelqu'un qui prend soin de ses hommes, les connaît et répond à leurs besoins. Avant les vôtres. Vous serez une personne qui persévère face aux difficultés. Vous serez quelqu'un qui prend les commandes et mène quand personne d'autre ne le fera. Vous serez orienté vers les détails, ce dont vous parlez beaucoup dans les sections ultérieures du livre. Toujours vigilant, attentif. Vous serez agressif dans vos actions, mais ne perdrez jamais votre sang-froid. Vous aurez un sens de l'humour. Parce que parfois c'est tout ce qui peut vous aider à traverser les heures les plus sombres. Vous travaillerez dur, et vous vous surpasserez même quand personne ne vous regarde. Vous serez créatif, et penserez en dehors des sentiers battus. Même si cela vous met dans l'embarras, vous êtes un rebelle. Mais pas un mutin, vous êtes un touche-à-tout et maître de rien. Et puis vous suivez cela un peu plus tard avec ce paragraphe. Ces paragraphes, soyez assez agressifs pour tuer l'ennemi. Mais immédiatement assez calme pour ne pas effrayer la petite vieille dame. Vous serez cet homme qui est mentalement assez fort pour opérer dans un chaos horrifique, puis passer immédiatement à la tranquillité. Tout cela sans craquer mentalement. Vous passerez efficacement d'un agresseur hyper masculin à un gardien doux. Vous serez à la fois un guerrier et un gentleman. Les qualités qui ont fait des leaders des Sea, Air and Land, des grands hommes, étaient rarement de nature physique. Ils écoutaient. Ils ont permis à leur équipe de réussir
en confiant soigneusement des responsabilités supplémentaires à des individus. C'est un véritable ethos conservateur là-bas. Ils ont mis en valeur les bonnes performances en public et critiqué les mauvaises performances en privé. Et donc, vous savez, ce sont des listes de vertus, et peut-être qu'elles ne sont pas la seule liste de vertus possible, probablement pas. Mais si vous êtes perdu, et que vous ne savez pas par où commencer à pratiquer, vous savez, vous parlez aussi de cette idée que c'est une idée aristotélicienne, vous savez, que nous sommes nos habitudes, nous devenons ce que nous pratiquons. Et imaginez si vous êtes perdu et que vous écoutez. Vous pensez que vous trouvez certaines choses admirables. Eh bien, vous pourriez pratiquer ces choses, et vous pouvez les pratiquer localement, et de manière minimale dans vos propres relations, et vous pouvez commencer à être bon en elles. Et à mesure que vous vous améliorez, vous progressez, n'est-ce pas? Et ensuite, vous pouvez élargir le champ de votre action à un champ d'application plus large. Vous avez mentionné une autre citation. Allons-y. C'est un conseil très pratique et sage, d'un point de vue thérapeutique, à suivre tout au long de votre vie. Tout au long de votre vie, vous avez des personnes que vous admirez. D'accord. Alors réfléchissons à ce que signifie admirer quelqu'un. Pourquoi en haut? Eh bien, en haut est quelque chose qui nous appelle de loin. C'est comme une lumière sur une colline, et nous supposons automatiquement que ceux que nous admirons sont des personnes que nous regardons en haut. Cela spécifie une distance et une direction, et c'est en montée. C'est vers une vue plus élevée, disons. Donc il y a automatiquement des personnes qui suscitent cet esprit en vous. Vous avez remarqué la façon dont cela pourrait également impliquer qu'il y a une certaine notion de lutte nécessaire pour atteindre ce point, car il est plus facile de descendre que de monter. Oui, absolument. C'est vrai. C'est une randonnée en montée. Et cela implique également un jugement, car si quelqu'un est au-dessus de vous, alors il sert aussi de juge, ou vous servez de juge par rapport à eux, car vous vous comparez défavorablement à eux. Et cela peut aussi vous inspirer à les démolir. C'est vraiment l'histoire de Caïn et Abel, et c'est une histoire majeure. Vous avez remarqué la façon dont un enseignant, un parent, un collègue, un mentor ou un ami interagit avec les autres, et vous vous dites « ce comportement fonctionne simplement mieux ». Ils sont respectés, admirés et réussis, et vous vous demandez pourquoi c'est le cas. Si vous êtes un peu humble au lieu d'être envieux, parce que sinon vous pensez que ce sacré escroc a juste volé sa position et c'est pourquoi il l'a. Mais si vous êtes un peu humble, vous pourriez penser « eh bien non, ce gars a l'air réussi. Peut-être qu'il en sait plus que moi. » Vous remarquez des attributs et des traits de caractère qui sont bons et dignes d'aspiration. Vous remarquez des attributs qui rendent certaines personnes plus réussies que d'autres. Vous remarquez à quoi ressemble un héros. Et dans le processus, vous découvrez un chemin composé de traits de personnalité souhaitables qui vous aident à monter dans les hiérarchies sociales. C'est l'échelle de Jacob d'ailleurs. Cette échelle qui est la hiérarchie vers le bien. C'est la vision que Jacob a du chemin vers Dieu. C'est une structure hiérarchique, avec ce qui est finalement bon au sommet par définition, le meilleur de tous les biens possibles. Et puis il y a des structures intermédiaires tout le long, et des êtres qui habitent entre ces structures. Et ce n'est pas métaphysique, c'est comme si vous trouvez quelqu'un que vous admirez. La raison pour laquelle vous l'admirez, c'est parce qu'il est plus haut dans cette hiérarchie céleste. Pour ainsi dire que vous, et tout votre système nerveux vous dit que vous êtes contraint d'écouter. Vous êtes contraint de prêter attention par votre propre action de votre propre esprit inconscient. Et ce qui est intéressant dans le fait d'identifier ces héros ou modèles à suivre, c'est que vous pouvez les appeler de l'une ou l'autre façon. Je pensais juste que héros était un mot plus convaincant à utiliser pour l'écriture, mais ce qui est intéressant aussi, c'est comment la culture populaire joue un rôle assez important dans tout cela, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont tout simplement pas de bons modèles dans leur vie et il faut le reconnaître. Alors, où sont-ils censés se tourner? Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il est si important de mener ces guerres culturelles dans lesquelles toi et moi nous engageons assez régulièrement. Elles deviennent une part sérieuse de notre politique, ce qui est à la fois nécessaire, mais aussi profondément regrettable. Je pense que l'attaque sur la culture populaire de cette gauche progressiste victimaire a atteint un plafond. Je pense qu'il y a une sérieuse réaction. Tu sais, quand tu regardes des films comme le récent Top Gun, qui est peut-être devenu le plus gros succès de tous les temps,
Un film phénoménal, très divertissant à regarder car il possédait toutes ses qualités classiques. Infusé en lui à propos des relations et de la façon dont vous traitez les gens et quelles sont les conséquences de traiter les gens de cette façon. Ces choses parlent aux gens d'une manière plus profonde. Ils ne peuvent pas nécessairement les articuler, mais ils devinent qu'ils le comprennent quand ils le voient. Et il y a ces sortes de minorités radicales qui sont très bruyantes, qui veulent que cela change, tu sais. Ils veulent quelque chose d'autre pour être sur cette colline. Mais les gens réagissent contre cela parce que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de vérité à cela. Oui, bien sûr. Et quelque chose crie de l'intérieur d'eux. Alors, et cela peut être appelé par un conteur. J'ai vu la même chose dans la série des Avengers de Marvel. C'est qu'il y a un retour à n'importe quoi. Une large gamme de vertus classiques. Certainement la fraternité. Une sorte d'éthos militaire. Le sacrifice. Une ascension certainement masculine. La combinaison de Hulk et Iron Man, par exemple. C'est un élément monstrueux de Hulk, mais il est un héros dans un sens étrange. Et il est aussi la force revitalisante pour Iron Man quand il est sur le point de mourir. Et c'est toute la raison pour laquelle ces films étaient si nécessaires et si attrayants. C'est parce qu'ils abordent en fait un vide conceptuel radical dans la culture. Et c'est un vide que, eh bien, vous abordez dans votre livre, surtout avec votre appel, disons, threefold, au devoir, à la responsabilité et à l'humour en même temps, ce qui est une sorte de stoïcisme face à la catastrophe. C'est un problème majeur dans la vie, vous savez. Imaginez viser un objectif, et que soudain, quelque chose rende cela impossible, ou que vous réalisiez que ce n'est pas le bon, parce que vous n'allez pas dans la bonne direction. Eh bien, alors sur quoi devez-vous compter pour vous remettre sur le droit chemin ? Ce n'est évidemment pas votre objectif, mais cela pourrait être votre capacité à prendre un nouvel objectif, et cela dépend sacrément bien de votre caractère, c'est sûr. Et donc je ne pense pas qu'il y ait un objectif plus fondamental que ce que vous devriez être. Et il n'y a pas de fondement, pas de meilleure façon de caractériser ce que vous devriez être, que vous devriez fortifier votre caractère. C'est cette volonté de regarder dans l'abîme qui est évidemment ce que vous faisiez quand vous êtes allé en Ukraine, c'est en regardant dans l'abîme que vous devenez meilleur, la chose est. Et c'est peut-être là où l'idée de Nietzsche n'est pas aussi différenciée qu'elle est devenue. Parfois, votre regard peut être dirigé de force vers l'abîme, et alors vous êtes traumatisé si c'est involontaire et accidentel. Cela peut vous tuer, plus c'est volontaire. Plus c'est transformateur, et cela fait partie de cette idée de faire face à la mort et à l'enfer. C'est comme, pouvez-vous tolérer la mort et l'enfer ? Et la réponse est, cette terrible réponse est, oui, dans la mesure où vous êtes prêt à le faire. Volontairement. Et alors vous pourriez demander, pourquoi devrais-je me soumettre à la mort et à l'enfer ? Je suis innocent. Et alors la réponse à cela est, même l'innocent doit être volontairement sacrifié au plus haut. Quelle distinction fascinante. Volontaire. Volontaire. Oui, oui. Bien c'est pourquoi la doctrine chrétienne centrale est de prendre ta croix et de me suivre. Et je ne parle pas en termes religieux. En disant cela, je parle simplement en tant que psychologue. C'est comme l'une des choses que nous avons apprises au cours des 100 dernières années. Et l'exposition volontaire à ce qui vous gèle et vous terrifie, en proportion mesurée et curatif. La première chose que je fais en tant que clinicien si quelqu'un vient me voir et dit qu'il est déprimé, est de me poser une question. Eh bien, que veut dire cette personne par là ? Donc je dois découvrir, parce que peut-être qu'ils ne sont pas déprimés, peut-être qu'ils sont hyper anxieux, ou peut-être qu'ils sont obsessionnels, comme il y a diverses formes d'émotions négatives puissantes, donc elles doivent être différenciées. Mais ensuite, la prochaine question que vous devez poser, eh bien, êtes-vous déprimé ? Ou avez-vous une vie terrible ? Ou est-ce une combinaison des deux ? Donc si vous êtes déprimé, autant que je peux le dire, vous n'avez pas une vie terrible.
Vous avez des amis, une famille, une relation intime et un travail ou une carrière. Votre éducation correspond à votre intelligence. Hors travail, vous utilisez votre temps judicieusement, sans être assujetti à l'alcool ou à d'autres tentations. Vous êtes engagé dans la communauté dans un sens fondamental, et tout cela fonctionne. Si vous ressentez tous ces symptômes, et que vous vous sentez vraiment mal, c'est que vous êtes malade ou déprimé. Ainsi, il existe parfois une voie biochimique et un traitement pour cela. Mon expérience en tant que clinicien a montré que si vous êtes déprimé mais avez une vie, prendre un antidépresseur vous aidera probablement beaucoup. Peut-être que vous n'êtes pas déprimé, mais plutôt que votre vie est actuellement difficile. À quoi cela ressemble-t-il ? Vous n'avez aucune relation. Votre famille est un désastre, vous n'avez pas d'amis. Vous n'avez pas de plan, pas de travail. Vous utilisez votre temps, en dehors du travail, non seulement mal, mais de manière destructive. Vous avez une habitude de drogue ou d'alcool, ou un autre vice, une addiction à la pornographie. Vous êtes complètement désengagé de la communauté environnante. Vous n'avez absolument aucune structure pour vous soutenir dans votre mode de vie actuel, où vous avancez, et ensuite, en tant que thérapeute, eh bien vous faites deux choses. Eh bien, si c'est la dépression en soi, comme mentionné, il existe parfois des approches biochimiques, nutritionnelles et d'autres moyens qui peuvent être envisagés, c'est probablement physiologique. Si vous êtes partiellement déprimé, mais que votre vie est correcte, vous pouvez parfois vous tourner vers les rêves pour trouver du réconfort. Parfois pour aider les gens, parce que les rêves contiennent les graines du potentiel futur. Si vous êtes un bon rêveur, et que vous pouvez analyser les rêves, cela peut être très utile, mais cela semble être seulement vrai pour les personnes plus créatives et pour les personnes qui ont simplement une vie terrible. C'est comme si, d'accord, vous avez une vie terrible, bien... C'est comme si, d'accord, vous avez une vie terrible. Eh bien, choisissons un front. Comment diriez-vous que vous avez besoin d'un ami, une sorte d'ami ? Savez-vous comment serrer la main et vous présenter ? Je vais demander à la personne de me montrer. Alors faisons-le pour une seconde. C'est comme ça. Salut, je suis Jordan. Et les gens ne savent pas comment faire ça. Et ensuite, ils ne peuvent même pas commencer à faire bouger les choses. Bien, pour l'auditeur, Jordan vient de me donner une poignée de main ferme. Oui, contrairement à un poisson mort, vous savez, et il y a ces compétences sociales élémentaires que, hypothétiquement, si vous étiez bien soigné, vous avez appris quand vous aviez environ 3 ans, et parfois les gens en ont. J'ai eu beaucoup de clients à qui personne n'a jamais prêté attention, et ils avaient besoin de 10 000 heures d'attention. Et une partie de cela était juste d'écouter. Parce qu'ils avaient 10 000 heures de conversation qu'ils n'avaient jamais eues avec personne, et ils étaient tous emmêlés dans leur tête. Et ils devaient juste un client en particulier avec qui j'ai travaillé pendant 15 ans et... Ce qu'elle voulait de moi, c'était que je me taise pendant 50 minutes. Ce qui était très difficile pour moi, et qu'elle me raconte simplement ce qui lui était arrivé, et ensuite ce qui s'était passé à la fin de la conversation. Alors je pouvais discuter un peu avec elle. Et puis au fil des années, le temps que nous avons passé en discussion a augmenté proportionnellement, dans ces séances jusqu'au moment où nous avons arrêté de nous voir lorsque ma pratique clinique s'est effondrée. Nous parlions. Environ 80% du temps, mais elle n'avait littéralement jamais été correctement prise en charge. Donc, elle était un bloc non sculpté au sens taoïste, n'ayant pas été soumise à ces épées enflammées qui séparent le bon grain de l'ivraie. Et vous pouvez faire cela en thérapie. Si vous écoutez et que vous êtes déprimé, je dirais que si vous ne pouvez pas trouver un thérapeute, et cela devient de plus en plus difficile car il est devenu illégal d'être thérapeute maintenant, parce que vous devez être d'accord avec vos clients. Ce qui est une terrible chose à faire avec eux. Tout comme c'est terrible de s'opposer à eux arbitrairement, vous pourriez faire un programme en ligne pour vous aider à écrire votre autobiographie. Si vous avez des souvenirs de plus de 18 mois qui vous perturbent lorsque vous y pensez, une partie de vous est enfermée à l'intérieur. Une partie non développée de vous est toujours piégée dans cela. C'est une façon métaphorique de penser à pourquoi cela a toujours une importance émotionnelle. Vous pouvez écrire sur vos expériences passées, mais attendez au moins 18 mois.
si quelque chose de mauvais vous est arrivé, parce que sinon vous vous faites juste du mal à nouveau en le rencontrant, vous pouvez vous mettre à jour avec une autobiographie. Il y a une analyse des défauts et des vertus. C'est l'auteur actuel. Et ensuite, il y a un exercice d'écriture guidée qui vous aide à faire un plan d'avenir qui est... Les jeunes hommes qui font cela peuvent aller à l'université. 90 minutes d'écriture sur leur futur les rendent 50% moins susceptibles d'abandonner leurs études. Comme j'avais des clients qui étaient tellement déprimés qu'ils ne pouvaient littéralement pas sortir du lit, alors quelle est leur première étape ? C'est comme, pouvez-vous vous asseoir une fois aujourd'hui ? Non. Pouvez-vous vous appuyer sur vos coudes une fois aujourd'hui ? Comme vous le faites, vous réduisez le dragon jusqu'à ce que vous en trouviez un qui est conquérable, qui vous fait avancer. Il y a une rubrique pour la vie. Réduisez les dragons jusqu'à ce que vous en trouviez un conquérable, et cela vous donnera un petit objectif proportionnel à la lutte. Mais l'avantage de cela, parce que vous pensez que Dieu, c'est déprimant, vous voulez dire que je dois commencer par m'asseoir. Eh bien, vous le faites, si vous ne pouvez pas vous asseoir. Mais l'avantage de cela, c'est que c'est le problème de distribution. C'est que les agrégats augmentent exponentiellement. Et les échecs aussi d'ailleurs. Mais les agrégats augmentent exponentiellement. Donc une fois que vous avez commencé à faire rouler la balle, elle peut avancer assez bien. Cette personne dont j'ai parlé ne pouvait pas s'asseoir avec moi dans un café lors de notre première rencontre, juste pour discuter, même si j'étais prêt à le faire. Son thérapeute. Mais à la fin, elle faisait du stand-up. Vous savez, cela a pris des années, mais la plupart des gens ne feront pas de stand-up. C'est une sacrée réalisation. Elle lisait aussi ses poèmes sur scène. Donc pour quelqu'un qui était pétrifié par l'anxiété sociale au point de devenir paralysé, et qui a dû commencer très petit, c'était une sacrée réalisation. Nous devrions faire une distinction très claire ici. Souvent, lorsque les gens sont amers et ressentent du ressentiment et se sentent comme des victimes, c'est parce que des choses vraiment terribles leur sont arrivées. Souvent, mais pas toujours. Et donc la question est, eh bien, si vous êtes dans une situation et que quelque chose de vraiment terrible vous est arrivé ou vous est arrivé, alors, pourquoi ne devriez-vous pas vous sentir comme une victime ? Et y a-t-il une meilleure alternative ? Et une partie de ce que vous essayez de décrire dans cette partie du livre, ce sont ces meilleures alternatives. Ainsi, la quête du héros implique d'apprendre de l'exemple d'autrui. Dans votre cas, c'était votre mère. Mais ces autres sources que vous avez décrites de personnes qui étaient dans une sorte d'enfer, dans un sens indéniable, mais qui ont choisi de manière très réelle de le rendre aussi bon que possible, compte tenu des circonstances. Et donc ils ont dû se tourner vers des sources de pouvoir, disons, et de force, et de courage, et de résilience, qui n'étaient pas, en quelque sorte, évidemment, associées à la catastrophe. Dans le cas de votre mère, c'est une situation tragique. C'est une jeune mère avec de jeunes enfants. Maintenant, elle a un cancer du sein, et elle mène une bataille perdue d'avance, sur une période de 5 ans. C'est assez mauvais. Et puis vous devez vous demander, étant donné que c'est évidemment assez mauvais, comment est-il même possible que quelqu'un puisse gérer cela avec non seulement grâce et courage, mais le genre de grâce et de courage qui laisse à leurs enfants un sens inébranlable de la capacité à prévaloir face à l'adversité la plus profonde. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose que vous avez dit ici. Des milliers sont venus avant vous, et ils s'en sont très bien sortis. Arrêtez de vous plaindre. Ce n'est pas parce que vous n'avez rien à redire, mais parce que ce n'est pas la bonne approche. Le fait est, et c'est un fait si optimiste, ainsi qu'un jugement en quelque sorte, le fait est que si quelqu'un d'autre peut le faire, vous le pouvez aussi. Et c'est quelque chose, non ? Si vous lisez à propos des grands héros de l'histoire, des personnes qui sont dans ces situations terribles, et que vous voyez quelqu'un se montrer à la hauteur de la situation, et puis, on peut se dire qu'une personne a fait ça. Et en tant que personne, peut-être que j'en suis aussi capable, même si je ne sais pas comment m'y prendre. Et puis une partie du reste de votre livre, une grande partie du reste de votre livre, je dirais,
en quelque sorte, est un guide pour aider les gens à comprendre comment ils pourraient aborder cela. Une des premières choses que vous soulignez est « Eh bien ». Remarquez qui vous admirez. Et puis peut-être essayez consciemment de devenir comme ça. On sait de plusieurs dimensions simultanément que le système qui produit du bonheur, disons dans le sens du fondateur, produit cette émotion en relation avec l'observation du mouvement vers un objectif valorisé. Et donc on peut en tirer quelques conclusions. La première est que sans objectif, il n'y a pas de bonheur par définition, parce que le bonheur marque le mouvement vers un objectif valorisé. Le suivant est, eh bien, plus l'objectif est élevé, plus il y a de valeur dans l'observation du mouvement vers celui-ci. Donc, à partir de là, vous pourriez demander, quel est l'objectif ultime? Pourquoi ne pas viser cela? Eh bien, alors vous pourriez dire, eh bien, vous devriez faire de votre mieux pour le meilleur. Vous pourriez dire que c'est juste pour mon plaisir hédonique. La cocaïne activera le système en Inde, mais je ne peux pas donner plus de détails sur l'utilisation de drogues illégales. Et pour demain, la semaine prochaine et le mois prochain. Et donc le problème avec l'hédonisme comme objectif est, tout d'abord, qu'il disparaît lorsque vous souffrez. Mais même en échouant à cela, si vous vous servez de vous-même de manière hédonique au sens étroit, c'est juste moi et mon plaisir. C'est comme, d'accord, lequel de vous? Vous d'aujourd'hui, de demain, de la semaine et du mois prochain. Et l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez mener une vie hédoniste et dissolue. Et que deviendrez-vous? Une coquille brûlée et une épave lugubre dans 10 ans, parce que c'est ce qui va arriver. Et donc, si vous ne vous considérez pas comme une communauté étendue dans le temps, alors vous ne vous servez même pas vous-même. Et si vous vous considérez comme une communauté étendue dans le temps, alors servir les autres et se servir soi-même s'avère être exactement la même chose. Je viens de faire un cours sur le sermon sur la montagne et le Christ dans l'une des sections de ce sermon. Il dit aux gens que vous ne devriez pas perdre votre saveur. Vous ne devriez pas perdre votre saveur, et vous êtes le sel de la terre. Et sans ce sel, tout perd sa saveur. Et le sel est un conservateur, et c'est une épice. Et cette phrase est souvent conceptualisée, comme se référant au sel de la terre. Vous savez, les types solides et fiables qui portent tous les fardeaux. Mais ce n'est pas ce que cela signifie. J'ai regardé beaucoup de traductions différentes. J'ai parlé à beaucoup de gens de ce verset. Et vraiment ce que cela signifie, c'est qu'il devrait y avoir un peu de piquant, d'imprévisibilité et d'humour en vous. Un peu de jeu dans le système est nécessaire, non? Cela vous empêche d'être uniquement la lettre morte et étroite de la loi, sans esprit. Il devrait y avoir un serpent dans l'arbre, n'est-ce pas? Un peu de feu dans le buisson. Ce sont toutes des façons de concevoir cela qui sont symboliquement équivalentes. Il devrait y avoir un certain dynamisme en vous, et une bonne partie de cela est associée à, eh bien, l'enthousiasme qui est amusant. Mais l'enthousiasme signifie être imprégné de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi les gens aiment tant les comédiens aussi, parce que c'est ce qu'ils font. Et donc, vous devez mêler le devoir à l'humour, et votre livre fait un travail merveilleux à cet égard aussi. Parce que votre livre, qui est un livre très conservateur et de la meilleure manière possible, est un appel au devoir et à la responsabilité. Mais vous revenez constamment à des thèmes de stoïcisme et d'humour, qui sont liés en quelque sorte, vous savez. J'étais juste à Terre-Neuve la semaine dernière pour faire un documentaire là-bas, et Terre-Neuve est une roche rugueuse. C'est beau et dur, et les gens là-bas sont durs et résilients parce qu'ils devaient l'être, et les Terre-Neuviens ont un grand sens de l'humour, et ils sont toujours en train de s'amuser, et c'est un levain nécessaire, cette capacité à traiter des sujets sérieux avec légèreté. C'est quelque chose que j'essaie d'apprendre à faire de plus en plus, même dans les conversations les plus sérieuses, car si vous êtes un maître, vous avez les deux. Vous possédez cette légèreté et ce sens de l'humour, très caractéristique des militaires ayant traversé des situations difficiles.
Quand vous voyez quelqu'un dans les profondeurs de la souffrance véritable, espérons que ce que vous essayez de faire est de lancer une bouée de sauvetage, et une bouée de sauvetage possible est la compassion, et c'est probablement la bonne. La bonne bouée de sauvetage à lancer à un nourrisson, vous savez qui souffre de cette sorte de compassion débordante, mais pour quelqu'un qui est un adulte, ou qui progresse vers l'âge adulte, la bouée de sauvetage qui pourrait être lancée, et qu'il y a quelque chose en vous, qui vous permettrait d'être plus que ce que vous êtes, et beaucoup plus, et peut-être assez plus, pour que vous puissiez réellement faire face à cette souffrance, de sorte qu'elle ne se transforme pas en enfer, et emporte tout avec elle, et il n'y a rien de plus optimiste que cela. Vous dites quelque chose ici, que je pense est extrêmement. Je vais lire quelque chose de votre livre ici. Il est vrai que le caractère est dans une certaine mesure inné. Je dirais que cela nous fournit à chacun une gamme de talents, et une gamme de tentations, et c'est quelque chose comme ça. La main qui nous est distribuée a certainement une composante génétique. Notre patrimoine génétique nous imprègne de certaines prédispositions, mais il est tout aussi vrai que le caractère est principalement une conséquence des choix. Étrangement, nous les faisons tous, et nous devrions les faire délibérément avec la connaissance que ces choix font partie de notre responsabilité, envers un but autre que nos propres objectifs égoïstes. Cette responsabilité est envers votre famille, vos amis, votre communauté et votre pays. C'est quelque chose que les conservateurs mettent en avant, comme une voie vers la vertu, vous savez, et ce qui est si intéressant à ce sujet, en ce qui me concerne, comme un antidote au libéralisme atomistique, disons qui privilégie hyper l'individu. C'est que c'est certainement été mon observation en tant que psychologue clinicien, que dans les profondeurs de la misère, la capacité que vous avez à être au service des autres, votre famille, vos amis, votre communauté, votre pays, c'est en fait une grâce salvatrice dans de telles circonstances, vous savez, et que les gens trouvent vraiment un sens profond et durable dans ce service. Donc ce n'est pas seulement un sermon moralisateur et le pointage vers le devoir. C'est comme « Non, non ». Vous ne comprenez pas que si vous êtes dans une situation désespérée, si votre vie s'est effondrée, si vous êtes nihiliste et misérable, et peut-être que vous avez vos sacrées raisons, parce que peut-être que c'est le cas, c'est toujours le cas, que si vous sortez de vous-même et que vous essayez d'améliorer la vie des autres, c'est la meilleure chose possible que vous pouvez faire pour vous-même.